Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dès son vivant, Calamity Jane est une légende qui incarne la conquête de l'Ouest. Mais les journalistes lui inventent bien des aventures qui n'ont jamais existé. Oui, elle est une femme hors norme. Elle fréquente des gangsters, des soldats et des Indiens, mais elle est aussi une femme solitaire et alcoolique qui a fait de son nom une marque pour tenter de trouver une place dans un monde en perpétuel changement. C'est son destin tragique, inscrit dans l'incroyable conquête de l'Ouest américain, que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Calamity Jane, les tristes réalités de la légende de l'Ouest. Épisode 1, les calamités de Martha. Nous sommes en 1901, quelque part dans une petite ville du Grand Ouest, peut-être dans le Montana. Calamity Jane a 49 ans. La légende de l'Ouest n'est plus très reluisante. Sans le sou, alcoolique et malade, elle a été internée dans un hospice pour indigents. C'est dans ce taudis que Josephine Brake a retrouvé sa trace. Cette journaliste de la côte Est est une femme d'affaires au caractère bien trempé. Elle est venue faire une proposition à Calamity Jane. Elle va l'escorter jusqu'à Buffalo, dans l'État de New York, où se tient l'exposition panaméricaine. C'est l'équivalent de nos expositions universelles en Europe à la même époque. Là, elle va lui trouver un poste dans un spectacle sur le Grand Ouest. Celui de Buffalo Bill est déjà un succès. Josephine Brake lui servira d'agent. Comme ça, Calamity Jane sortira de la pauvreté et retrouvera bientôt son statut de star. Mais pour que ça marche, elle doit arrêter de boire. Elle ne doit rien ingurgiter sans demander l'autorisation de Josephine Brake. Peut-être que pour une fois, Calamity Jane aura un ange gardien. La légende de l'Ouest doit prendre une décision. Josephine Brake pourrait changer la vie de Calamity Jane et, qui sait, lui permettre de retrouver sa fille. Ce que l'on sait de la jeunesse de Calamity Jane provient essentiellement de son autobiographie. Les historiens ont recoupé ses dires dans les articles de journaux de l'époque. Et quand on creuse le personnage, on découvre une femme pourvue de 2 visages, comme les 2 faces d'une même médaille. Calamity Jane et Martha Jane Canary. Pour le moment, c'est Martha qui nous intéresse. Elle est née le 1er mai 1852 dans une famille de fermiers pauvres des grandes plaines de Princeton, dans le Missouri, dans le cœur du Midwest. Au XIXe siècle, un traité de paix avec les Indiens, qu'on appelle aujourd'hui les natifs américains, leur garantit toute la moitié ouest du continent. Mais année après année, les colons blancs ont grignoté leur territoire à la recherche d'or, de terres à cultiver et d'une vie meilleure. C'est la grande période de la conquête de l'Ouest. Des petites villes émergent un peu partout dans ces vastes territoires hostiles, souvent balayés par les vents. Au départ, ce sont des cabanes et des tentes qui forment un hameau sans confort avec des rues sales et boueuses. Et puis les saloons apparaissent avant même les églises, rudimentaires, avec des tonneaux en guise de comptoir. Les hommes peuvent y boire du whisky, la seule chose qui fait oublier la dureté du quotidien dans le Grand Ouest. Ensuite, c'est le journal local qui est fondé. La presse est alors en plein boom. La famille Canary est une famille nombreuse. Le père est un joueur invétéré et la mère, une alcoolique. Les Canary croulent sous les dettes. Vers 1864, ils sont obligés de vendre leur ferme. Ils décident alors de prendre la route de l'Oregon. Avant que je vous explique à quoi ressemble cette route, il faut que je vous dise qu'à cette date, les États-Unis comptent 36 États. Et l'Oregon, au nord-ouest du pays, juste au-dessus de la Californie, c'est l'épicentre de la ruée vers l'or. C'est là que les orpailleurs se donnent rendez-vous. Pour rallier cette terre promise, il faut rejoindre des convois de chariots et parcourir 3000 km. C'est un voyage qui prend entre 3 et 5 mois. Si, comme moi, vous avez été biberonné à la petite maison dans la prairie, eh bien les convois ressemblent aux chariots de Charles Ingalls. 2 chevaux qui tirent une carriole fermée par une sorte de toile sur une structure en U inversée. La route de l'Oregon est dangereuse. Il n'y a aucun moyen de s'abriter en cas de mauvaises conditions météo. Il faut traverser des cours d'eau sur lesquels il n'y a pas de pont, et en 30 ans, il y a à peu près 20 000 morts sur cette route. Comme Martha est l'aînée de la famille, c'est elle qui aide son père à s'occuper des chevaux pendant les bivouacs. Elle prend donc l'habitude de partager le quotidien des hommes, et non celui des femmes cantonnées à la cuisine et aux soins des enfants.
La famille Canary s'installe à Virginia City, dans le Montana. L'hiver 1864 est épouvantable. Si on en croit le journal local, les petites filles Canary frappent à toutes les portes pour mendier de la nourriture. Les dettes familiales poussent encore le père de Martha à déménager. Cette fois, ce sera Salt Lake City, dans l'Utah. La mère de Martha est morte en chemin et à peine arrivée, son père s'évanouit dans la nature. Les sœurs Canary sont séparées et Martha est placée dans une famille d'accueil dans le Wyoming. Martha joue alors le rôle de Cosette dans Les Misérables, mais en vrai. Elle aide ses tuteurs à tenir leur auberge. À ce moment-là, les Américains peuvent désormais traverser les États-Unis d'est en ouest grâce à l'Union Pacific Railroad qui vient d'être terminée. De plus en plus de gens transitent vers l'ouest, y compris des soldats, qui viennent pacifier ces zones lointaines où les Indiens spoliés de leurs terres menacent les colons blancs. À peine adolescente, Martha commence à boire et à fréquenter les soldats. Son comportement déplaît à sa famille d'accueil qui la jette à la rue. Elle a 13 ou 14 ans, tout au plus. C'est le début d'une vie d'errance. Martha Canary suit les rails de ville en ville et subsiste grâce à de petits travaux. Mais quand on est une jeune fille et sans famille, il y a un travail qui s'impose rapidement, la prostitution. Dans le Grand Ouest, on surnomme ces filles les colombes souillées ou les épouses des célibataires. Encore adolescente, Martha est de leur nombre. Elle ne fréquente pas les salons de luxe mais les maisons d'abattage. Elle n'a pas les manières qu'il faut pour les grands bordels fréquentés par les riches. Elle travaille avec les soldats de Fort Laramie qui est à la fois un avant-poste militaire et un comptoir commercial. Mais cet univers féminin fait de whisky et d'opium ne lui convient pas. Martha, elle rêve du grand air, comme quand elle était petite, d'être dehors avec les soldats et pas allongée sous leur corps. Entre 1874 et 1876, le lieutenant-colonel Custer est envoyé avec 1200 soldats dans les Black Hills, un territoire vierge du Nord Dakota censé appartenir aux Indiens. C'est une de leurs terres sacrées. Mais les Américains veulent s'y installer parce qu'il y aurait des gisements d'or dans la région. Il faut donc refouler les populations indiennes par la force dans les réserves. C'est à cette époque qu'une photo de Calamity Jane est prise par un journaliste. Elle est habillée en homme parmi les soldats. Mais attention, elle ne se fait pas passer pour un homme pour autant. Personne n'ignore qu'elle est une femme. Elle sert ponctuellement d'éclaireuse parce qu'elle connaît la région. Beaucoup de soldats considèrent que c'est un privilège de fréquenter cette femme peu ordinaire. Les journalistes commencent à parler de cette créature hors du commun, comme ils le disent eux-mêmes. Mais quand l'état-major se rend compte qu'une femme traîne avec leurs hommes, Calamity Jane est refoulée de l'armée. Voilà pourquoi elle ne participera pas à la bataille sanglante de Little Big Horn en 1876, où Custer et ses hommes seront tués par les Cheyennes et les Sioux. Elle n'est pas la scalpeuse d'Indiens sanguinaires que les journaux ont voulu faire d'elle. C'est à cette époque, alors que les Indiens infligent de lourdes défaites aux Américains, que Martha change de nom. Maintenant, on la surnomme Calamity Jane parce que sa vie est émaillée de calamités. Après avoir été chassée de l'armée, elle rejoint un convoi qui part pour Deadwood, une petite ville en pleine éclosion dans le Dakota du Sud. C'est là qu'elle rencontre Wild Bill Hickok. Hickok, c'est l'archétype de l'homme à la conquête de l'Ouest. Mince, visage marqué, cheveux longs, moustache, ancien soldat, ancien shérif, c'est un personnage trouble à qui il ne vaut mieux pas chercher des noises. Pendant le trajet jusqu'à Deadwood, Calamity Jane séduit ses compagnons en leur racontant des histoires. Elle a un talent de conteuse incroyable. Elle tient son auditoire avec des moments de suspense. À ce moment-là, on ne connaît pas la nature de sa relation avec Wild Bill Hickok, mais il semblerait qu'il y ait des sentiments et ils vont se manifester sur sa tombe. Quelques semaines à peine après l'arrivée du convoi à Deadwood, qui est alors un bouge infâme, Hickok se fait tirer dans le dos par un homme avec qui il a eu une altercation dans un saloon. Calamity Jane est en larmes pendant tout l'enterrement. Pourtant, elle ne connaissait cet homme que depuis quelques semaines. La vie à Deadwood est difficile. Les chercheurs d'or descendent des montagnes pour noyer leur espoir déçu dans le whisky. La ville grandit vite.
Des immigrés chinois ouvrent des commerces et fondent bientôt un nouveau quartier, et Calamity Jane se retrouve à travailler ponctuellement comme prostituée dans un établissement de spectacle où les filles dansent en jupon sur scène avant de rejoindre les hommes dans des loges qui ferment avec des rideaux. Mais lorsque Calamity Jane ne travaille pas, elle sort en ville habillée en pantalon. C'est sans doute parce qu'elle n'est pas habillée de manière banale qu'un journaliste la remarque. Il est venu de l'Est pour écrire des sujets sur la conquête de l'Ouest et Calamity Jane lui paraît un personnage haut en couleur. C'est en lisant des articles sur cette femme que l'écrivain Edward Wheeler va inventer les aventures de Deadwood Dick, un personnage imaginaire qui vit de grandes aventures dans l'Ouest. Et la compagne de Deadwood Dick, c'est Calamity Jane. Sa saga littéraire, qui paraît sous la forme de feuilletons dans les journaux, est un succès qui fait de Calamity Jane une star américaine. Évidemment, Wheeler ne l'a jamais rencontrée et il ne lui verse pas de droits. Mais cependant, il contribue largement à la légende de Calamity Jane en faisant d'elle une aventurière redresseuse de tort qui se bat contre les Indiens et les malfrats dans un Ouest sauvage. Le véritable quotidien de Calamity Jane est plus banal. Surtout qu'en cette année 1878, une nouvelle calamité va s'abattre sur elle. Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit sur Calamity Jane, la petite Martha Jane Canary a connu une enfance difficile dans le Grand Ouest américain peuplé de chercheurs d'or, de fermiers pauvres et de soldats venus combattre les Indiens pour s'emparer de leurs terres. Elle s'est finalement installée à Deadwood, une bourgade du Dakota du Sud, quand une nouvelle calamité lui tombe dessus. Épisode 2, Calamity Jane et son image. Nous sommes à Deadwood en 1878. Calamity Jane a 26 ans et les journaux ont déjà commencé à forger sa légende dans les villes de l'Est. La réalité est bien différente des aventures qu'on lui prête. Calamity Jane vit grâce à des emplois précaires qui incluent la prostitution. C'est une femme solitaire et alcoolique. Cette année-là, en 1878 donc, une épidémie de variole ravage Deadwood. Quand on l'attrape, on a plus d'une chance sur deux de mourir. Mais Calamity Jane méprise le danger. Elle se dévoue pour s'occuper des malades dans une cabane sur les hauteurs de la ville. Un jour, elle descend au village pour acheter de la nourriture pour eux. Elle n'a pas d'argent. Alors elle prend ce dont elle a besoin et s'apprête à partir sans payer quand le marchand la rattrape. Elle sort son pistolet et le menace de lui tirer dessus. Ce jour-là, elle s'est mise en danger et hors la loi pour venir en aide à plus miséreux qu'elle. Ça en dit long sur son caractère, hein, vous ne trouvez pas ? Après cet épisode, elle quitte Deadwood et reprend sa vie itinérante. Elle reprend les petits boulots, la gestion d'auberge ou de saloon. Elle ne se fixe jamais longtemps quelque part, son mauvais caractère n'y est pas pour rien. La presse continue à lui prêter des aventures, elle devient un personnage d'aventurière en pantalon. Dans les faits, elle s'habille souvent en femme, comme on le voit sur les photos d'époque, et elle rêve d'une vie de famille. C'est là qu'elle tombe amoureuse d'un cow-boy et partage sa vie dans une ferme. Elle met au monde un petit garçon qui meurt au bout de quelques mois. Pour se remettre de ce chagrin, elle fait la seule chose qu'elle sait faire, partir. En 1885, elle s'installe dans le Wyoming avec son nouveau compagnon, un cheminot nommé Bill Steers. Cet homme est très violent, il la bat sans cesse et elle le fait même emprisonner plusieurs fois pour ça par le shérif. Mais à chaque fois, elle se remet avec lui, d'autant plus qu'elle a eu une petite fille, Jessie. C'est peut-être la naissance de leur fille qui les pousse à se marier en 1887, comme l'atteste un document officiel signé dans l'État de l'Idaho. Mais un jour, il y a le coup de trop. Calamity Jane reprend la route avec sa petite fille. Elle renoue avec la vie itinérante et les travaux mal payés pour s'occuper de son enfant toute seule. Elle déménage une vingtaine de fois en 10 ans. En parallèle, sa renommée grandit. Partout où elle arrive, elle est une star. Mais les gens perçoivent vite le décalage entre l'héroïne de l'Ouest, Calamity Jane, toujours en pantalon, et Martha, une femme en robe aux prises avec ses démons et l'alcool. Calamity Jane déçoit, et ça contribue sans doute à accélérer les projets de déménagement. Finalement, Calamity Jane rentre à Deadwood. En 10 ans, la ville s'est développée. Fini les cabanes et les tentes au milieu du bourbier. Maintenant, il y a une banque d'affaires, un hôtel de luxe et même l'électricité.
Calamity Jane ne reconnaît plus son Ouest sauvage qui prend rapidement l'allure des villes raffinées de l'Est. Pour autant, elle y retrouve de vieilles connaissances qui célèbrent son retour à la maison. Les notables de la ville organisent même une sorte de bal de charité pour collecter de l'argent et l'aider à élever sa fille. Mais c'est trop d'honneur, trop d'attention, trop de responsabilité aussi peut-être. Calamity Jane dilapide tout cet argent qu'on lui a offert dans les saloons de la ville. En quelques nuits, il n'y a plus rien. Elle se réfugie avec sa fille dans une cabane sur les hauteurs de la ville. C'est là qu'en 1896, une journaliste la retrouve. Calamity Jane accepte de se confier à cette femme qui est venue faire son portrait. Elle ne joue plus le personnage de la femme aventureuse en pantalon de daim. Elle insiste sur son rôle de mère de famille qui espère pouvoir offrir le meilleur à son enfant. Mais tout cela, ce ne sont que des vœux pieux. Calamity Jane est ruinée. Quand le Cole and Middleton Place Museum lui propose un contrat dans leur cirque itinérant, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter. Ces grands cirques itinérants sont à la mode depuis que Phineas Barnum a lancé le sien en 1871. Roi du bluff, bonimenteur de génie et prince de la communication, Barnum a capté la fascination des gens pour tout ce qui sort de l'ordinaire. C'est lui qui invente les concours de beauté allant des chiens aux femmes. Et oui, les Miss, c'est lui. Au départ, tout se passe dans son musée, et puis il part à la conquête du public sur les routes. The greatest show on earth, c'est lui. C'est aussi lui qui popularise les foires aux monstres avec les nains comme Tom Pouce, les fausses sirènes, les femmes à barbe et tout ce que l'humanité compte d'anormal et de curieux. Son exemple fait des émules, et c'est donc un cirque dans cette veine qui embauche Calamity Jane pour 3 mois de tournée. Son travail consiste en retrouver ses pantalons de daim, faire des photos promotionnelles avec son fusil et raconter ses fantastiques histoires au public. C'est là qu'elle élabore son autobiographie. Pour pouvoir partir en tournée, elle a laissé sa fille Jessie dans un internat catholique aux abords de Deadwood. Mais à la fin de son contrat, elle ne revient pas la chercher. Elle poursuit son errance solitaire en vendant ses photos et ses mémoires. Parfois, elle est invitée en guest star dans un spectacle itinérant. Elle boit aussitôt l'argent qu'elle gagne. L'ironie du sort est qu'elle est un modèle pour les femmes de l'Ouest. Comme la vie est rude, beaucoup d'entre elles travaillent, gèrent leur commerce et divorcent régulièrement. Des jeunes filles se mettent à porter des pantalons pour monter à cheval, comme leur idole. La rudesse de la vie fait que les femmes de l'Ouest se sont émancipées plus vite que les citadines de l'Est qui vivent en suivant les mœurs austères de l'époque victorienne. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le droit de vote ait été accordé aux femmes pour la première fois dans l'histoire en 1869 dans le Wyoming. Il est donc tout à fait possible que Calamity Jane ait voté lors d'élections. Calamity Jane a été l'une des leaders de l'émancipation féminine, sans le savoir et par la force des choses. Mais maintenant, elle est dépassée par ce monde qui s'industrialise, où elle n'est plus qu'une vieille toquée malade, une relique de la conquête de l'Ouest déjà terminée en cette aube du XXe siècle. La star du Far West erre dans les villes des grandes plaines. Alcoolique au dernier degré, elle fait de fréquents séjours en prison pour troubles à l'ordre public. C'est comme ça qu'elle atterrit dans un hospice pour indigents alors qu'elle est littéralement SDF. En 1901, alors qu'elle se terre aux confins du Midwest, la journaliste Josephine Drake retrouve sa trace et lui propose un marché. Elle va l'emmener travailler à l'exposition panaméricaine de Buffalo dans l'État de New York et lui trouver un rôle dans un spectacle sur l'Ouest. Mais pour mener à bien ce projet, elle doit arrêter de boire. Calamity Jane accepte et monte dans un train avec son nouvel agent. Le voyage se passe mal. Quand Calamity Jane ne dort pas affalée sur la banquette, elle chique du tabac et réclame de l'alcool que Josephine Drake refuse systématiquement de lui accorder. Enfin, les 2 femmes arrivent à Buffalo. Buffalo se trouve au nord-ouest de l'État de New York. C'est une grande ville typique de l'Est avec ses rues à angle droit et ses bâtiments qui commencent à tutoyer le ciel. Les gens sont élégants, pressés. Calamity Jane a vu les villes de l'Ouest grandir, mais ces cités gigantesques qui vivent à l'européenne lui sont étrangères. Elle se sent comme un poisson hors de l'eau. L'exposition panaméricaine se présente sous la forme d'un vaste parc avec des pavillons. On y expose des nouveautés, comme les toutes premières machines à rayons X, mais il y a aussi des salles de concert et des salles de spectacle. C'est un peu l'ancêtre des parcs d'attractions américains.
Parmi les spectacles les plus prisés, il y a celui de Buffalo Bill. Ça vaut le coup qu'on s'y arrête 2 minutes. Regardez-le avec son chapeau de cow-boy et sa barbichette. Bon, il a 55 ans, mais il a de l'allure avec ses cheveux blancs. Comme Calamity Jane, il fait partie des pionniers de la conquête de l'Ouest. Il a fait la guerre contre les Indiens dans son jeune temps et il a participé au développement du Pony Express. C'est le service postal à cheval de l'Amérique. Lui aussi, il a été rendu célèbre grâce à un écrivain qu'il a érigé en héros. Son surnom lui vient de l'activité qu'il avait à l'époque de la création du chemin de fer. Il tuait des bisons pour vendre de la viande aux ouvriers. Les plaines de l'Ouest étaient pleines de bisons, mais les troupeaux ont été décimés par les Blancs. À partir de 1882, Buffalo Bill devient entrepreneur de spectacle avec le Buffalo Bill's Wild West Show. C'est une série de tableaux équestres qui raconte la vie des cow-boys et des Indiens. Ponctuellement, il a déjà fait travailler Calamity Jane dans les années 1890, mais il l'assait instable. Cette année-là, il ne l'engage pas sur les spectacles joués à Buffalo. Joséphine Brake lui fait donc intégrer le spectacle d'un autre metteur en scène, Cummins, qui fait un show sur les Indiens. Les photos montrent que Calamity Jane a retrouvé ses pantalons de cow-boy. Elle pose à cheval pour les journalistes. Elle a l'air infiniment triste. C'est Joséphine Brake qui gère désormais son salaire. Elle ne lui rétrocède que quelques piécettes. Officiellement, c'est pour que Calamity Jane ne dépense pas tout en alcool. Enfin, ça, c'est la version officielle. Au bout de quelques temps, Calamity Jane se rebelle. L'ange gardien est en fait une profiteuse. Alors elle va voir Buffalo Bill et lui demande de l'aide pour payer son billet de train de retour vers l'Ouest. Elle lui explique que l'Est l'a broyée. Elle n'est plus qu'une ombre. Avec l'aide financière de Buffalo Bill, elle rentre dans l'Ouest et s'installe dans une petite ville minière près de Deadwood, une ville qui ressemble encore à un village comme ceux de sa jeunesse. La dernière photo prise de Calamity Jane la montre posant pour un journaliste devant la tombe de Wild Bill Hickok, l'attraction de la région. Sur cette photo où elle est en robe, une fleur à la main, elle sourit. On pourrait presque croire qu'elle est heureuse. Elle meurt dans cette bourgade le 1er août 1903, sans avoir revu sa fille. Les journaux lui font un dernier baroud d'honneur. Ses funérailles sont un événement. L'église est noire de monde et déborde de fleurs. Elle est inhumée dans une sépulture située juste à côté de celle de Wild Bill Hickok. À l'heure où Hollywood se part de ses premiers studios, Calamity Jane devient une idole du cinéma. C'est sa légende qui se poursuit et efface un peu plus la femme solitaire qu'elle a été. Elle est maintenant un personnage de film, de BD et de comédie musicale. Elle est incarnée sur la toile par les actrices les plus glamour des grandes heures d'Hollywood, comme Doris Day et Jane Russell, des beautés blondes ou brunes sexy en diable. Dans le film Lucky Luke de 2009, où Jean Dujardin joue le rôle éponyme, c'est la Française Sylvie Testu qui interprète cette légende de l'Ouest et lui prête sa gouaille. Aujourd'hui, tout le monde connaît la mythique Calamity Jane, mais je crois que c'est le travail de l'historien de ramener parfois la lumière sur Martha Jane Canary. C'est la fin de ce récit consacré à Calamity Jane. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio, enregistré dans le Far West de nos studios, côté Seine. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Christophe Davio. À la composition des musiques originales et à la direction artistique, Julien Tarot. Musiques originales additionnelles, Sébastien Guidis. Et moi, la plume et la voix au cœur de l'histoire, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute favorite. À bientôt.